La santé mentale, c'est une première pour nous qui est organisée par le groupe public des élèves étudiants du Mali, GBM, en collaboration avec ici, le groupe public universitaire des étudiants de la Côte d'Ivoire. Vous allez avoir d'amples informations, mais déjà, avant de commencer, je vous donne ces préliminaires pour que vous sachiez ce pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui. Donc, nous sommes là dans ces cas-là. Alors, nous avons invité certaines organisations et associations que je vais présenter. S'ils sont là, ils vont se tenir debout pour qu'on les voie. Alors, nous avons invité l'association malienne pour la santé et le développement, s'ils sont représentés, l'association malienne pour la santé et le développement. Merci. Nous avons également invité le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, s'ils sont là, s'ils sont représentés. D'accord, ils ne sont pas arrivés. Nous avons aussi invité les associations d'étudiants sur la colline. Nous sommes un groupement d'étudiants, donc les associations estudiantines aussi sont invitées pour qu'ils puissent participer activement à cette conférence. Alors, nous avons invité l'association des étudiants et sympathisants et ressortissants du Nord, s'ils sont représentés. Soyez les bienvenus. Nous avons également invité l'association des élèves et étudiants Bois et sympathisants, s'ils sont là. L'association des élèves étudiants Bois et sympathisants. Ok. Nous avons également invité les collectifs des étudiants pour la culture de l'excellence, s'ils sont représentés. Nous avons également invité la Ligue islamique des élèves étudiants du Mali, s'ils sont représentés. La Liévan. Ok, ils ne sont pas arrivés. Nous avons également invité l'association Guinée-Dogon, la colline de Pradalabougou, s'ils sont là. Guinée-Dogon ne sont pas encore arrivés. D'accord. Nous avons également invité l'association des étudiants et ressortissants de Kadjolo. Kadjolo, d'accord. L'association des Maliens de l'extérieur, s'ils sont représentés. La communauté catholique pour les étudiants de Padalabougou. Les
les étudiants ressortissants de Sikasso. Sikasso, la coordination des sections des scolaires et universitaires ressortissants de la région de Koutiala et sympathisants, s'ils sont représentés. D'accord. Donc, beaucoup d'associations n'ont pas pu effectuer le déplacement. Nous espérons qu'ils vont nous rejoindre après. D'accord. Donc, nous allons continuer avec le programme. Alors, je m'avais informé les uns et les autres de se sentir à l'aise. C'est une conférence qui est vraiment purement et simplement sur la santé mentale. C'est vrai, d'autres vont se dire que c'est organisé par une association chrétienne, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler vraiment de foi. Nous n'allons pas parler de foi. Donc, sentez-vous à l'aise et toutes les confessions sont représentées. Alors, sentez-vous à l'aise et je profite de l'occasion pour souhaiter bon mois de Ramadan à nos frères musulmans qui ont commencé le carême aujourd'hui. Que le Seigneur écoute nos prières et qu'il nous guide dans sa voie et qu'il accorde la paix et la stabilité à notre pays, le Mali. Alors, suivant le programme, nous allons maintenant donner la place au secrétaire général de l'GBM, l'association, le groupe public des élèves et étudiants du Mali, en la personne de M. Djamoua Koulibaly, qui est le secrétaire général du mouvement. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Éminents conférenciers, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi avant tout de rendre grâce à notre Dieu qui, dans sa grâce et dans sa bonté, nous a permis de nous réunir ce matin pour cette conférence sur la santé mentale. C'est pour moi un insigne honneur et un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter la cordiale bienvenue. D'abord au nom du conseil d'administration des groupes publics des élèves et étudiants du Mali, mais aussi au nom de l'équipe initiative Logos et Cosmos des groupes publics universitaires d'Afrique francophone avec laquelle cette conférence est organisée. Les groupes publics des élèves et étudiants du Mali sont des mouvements chrétiens évangéliques, apolitiques et à but non lucratif, œuvrant en milieu scolaire et universitaire. Ils visent le bien-être spirituel et physique des étudiants et des élèves. Ils ont comme activité principale l'étude de la Bible. Mais en plus de l'étude de la Bible, ils initient des actions dans plusieurs domaines, notamment la paix, la protection de l'environnement, la santé. La présente conférence est organisée dans le but de sensibiliser sur les troubles à la santé mentale en milieu universitaire. Le thème qui sera au centre de nos échanges est intitulé « Santé mentale en milieu universitaire, prévention et approche de prise en charge ». Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Il révèle la volonté des groupes publics des élèves étudiants du Mali et de l'équipe Initiative Logos et Cosmos des groupes publics universitaires d'Afrique francophone d'ouvrir une nouvelle perspective dans les milieux académiques maliens en offrant aux étudiants une prise en charge psychologique et sociale à travers un projet dénommé Knowledge Inclusive Université, dans une approche science, foi et culture. C'est une grâce d'avoir avec nous ce matin deux intervenants, j'allais dire deux experts de la santé mentale pour aborder ce thème. J'ai nommé
le professeur Suleiman Di Papa Koulibaly de la faculté de médecine et de d'odontostomatologie et le pasteur théologien Gondama Jean Séraphin qui nous est venu de la Côte d'Ivoire. Je voudrais leur dire que nous sommes très honorés et comblés par leur présence. Merci beaucoup, chers conférenciers, pour votre disponibilité légendaire. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les autorités maliennes, en particulier les autorités universitaires, qui ont bien voulu nous céder l'acropole pour la tenue de cette conférence. Je ne saurais oublier nos partenaires, particulièrement dans le cadre de cette conférence, l'équipe Initiative Logos et Cosmos, les groupes publics universitaires d'Afrique francophone, les groupes publics universitaires de Côte d'Ivoire, les groupes publics universitaires de la République démocratique du Congo, à qui nous souhaitons en tout cas une paix durable. Mes remerciements vont à tous nos invités pour avoir répondu massivement à notre invitation. Cette conférence débat est l'aboutissement de plusieurs mois de travail. C'est le lieu de remercier et féliciter l'ensemble des membres de l'équipe d'organisation pour le travail abattu. Chers participants à cette conférence, votre santé mentale est un trésor précieux dont vous devez prendre soin. Dans cette conférence, vous serez largement informés sur les troubles de la santé mentale et sur comment prendre soin de votre santé mentale. Je voudrais donc vous inviter à plus d'intérêt et plus d'assiduité afin de pouvoir tirer le maximum de profit de cette conférence. Avant de terminer, permettez-moi de vous retirer à tous mes souhaits de bienvenue et mes vifs remerciements à nos éminents conférenciers. Nous sommes au début du mois de Ramadan. Je voudrais profiter pour souhaiter un bon mois de Ramadan à tous les amis musulmans. Je prie enfin que cette conférence débat aboutisse à une réelle prise de conscience et un engagement fort et ferme pour la santé mentale. Je vous remercie. Nous disons merci au secrétaire général du groupe public des élèves étudiants du Mali, M. Tchémoro Koulibaly, pour ces mots. Alors, je pense que maintenant nous savons tous ce pourquoi nous sommes là. Alors, comme il l'a dit, nous sommes encouragés à vraiment participer activement, rester concentrés et à la fin de la conférence, s'il y a des questions, alors nos conférenciers seront là vraiment pour apporter une lumière à ces questions. Merci. Alors, ce matin, l'honneur m'est accordé de présenter nos deux conférenciers. Alors, d'abord, je vais m'excuser si la présentation n'est pas à la hauteur, parce que, comme le secrétaire général l'a dit, ce sont vraiment des éminents dans le domaine. Alors, on ne peut tout dire sur eux, mais nous allons dire un peu sur eux pour que vous connaissiez aussi de qui il s'agit. Alors, nous allons commencer par le conférencier principal, notre maître, professeur Suleiman Di Papa Koulibaly. Alors, professeur Suleiman Di Papa Koulibaly, il est le chef du service de psychiatrie du Point G. Il est professeur et il est aussi praticien au CHI du Point G. Il est membre de plusieurs associations
Il est membre de la Société malienne de santé mentale, SOMASAP. Il est le secrétaire général à l'organisation de la Société malienne de santé mentale. Il est également le secrétaire général de la Société africaine de santé mentale et il est membre de la Société malienne de neurosciences. Alors c'est un homme qui est beaucoup chargé et ce matin, il nous a fait l'honneur d'être ici pour animer cette conférence. Alors nous disons un grand merci à notre cher maître, professeur Souleymane Papa. Alors, la conférence, le thème sera co-animé par un grand homme également. Il est pasteur, il est théologien de formation, il est missionnaire et il est responsable du projet santé mentale des groupes bibliques universitaires de la Côte d'Ivoire, section Yamoussoukro. Et il travaille au niveau de la vision intégrale d'Afrique de l'Ouest. Alors, il s'appelle Pasteur Gondama Jean Séraphin. Il nous vient de la Côte d'Ivoire. Alors, voici peu de choses que nous connaissions sur nos deux conférenciers. Il y en a encore plus, mais nous ne pouvons pas tout dire. Et vraiment, nous les remercions. Ils ont accepté de se libérer et venir vraiment pour remplir le vide qui est en nous, qui est de savoir ce que c'est que la santé mentale et comment nous pouvons aussi avoir des solutions et comment nous-mêmes nous pouvons aussi aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Donc, nous n'allons pas tarder, nous allons directement enchaîner avec la conférence et nous allons procéder ainsi. Nous allons donner la place aux différents conférenciers et ils vont faire leur exposé et à la fin, nous allons prendre des séries de questions et ainsi de suite. Donc, nous allons laisser toute la place à notre cher maître, professeur Souleymane Papa Koulibaly, que je vous demande encore une fois de plus d'ovationner. Merci. Monsieur le modérateur, merci. Mesdames, Messieurs les responsables du groupe biblique des élèves étudiants du Mali, Mesdames, Messieurs les partenaires associés à l'événement qui nous réunit ce matin, Mesdames, Messieurs les participants, chers aînés pasteurs, soyez les bienvenus sur la terre africaine du Mali et comme on le dit convenablement, Iborikasso, Inanikasso. Vous avez quitté chez vous et vous regagnez chez vous. Mademoiselle ou Madame Nina, merci de m'avoir associé ou merci d'être resté en contact avec moi pendant plus d'une année. Et je voudrais encore renouveler mes excuses pour n'avoir pas été disponible pour vous à un moment donné, indépendamment de ma volonté. Nous avons été invités pour parler sur la santé mentale en milieu universitaire et de parler de la prévention, de parler également sur les approches de prise en charge. Le thème paraît complexe mais aussi simple
qu'on peut l'imaginer. Aussi simple comme dire bonjour en bambara. Aussi simple que ça. Le bambara est la langue, je ne dirais pas majoritaire, mais quand même la langue qui est largement partagée par la population du Mali ou même de l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup de personnes peuvent comprendre ce dialecte. Quand nous devons saluer une personne le matin, nous allons dire Eni Sogoma. Et ensuite, nous enchaînons pour dire Here Sirawa. Nous ne nous limitons pas à dire bonjour, bonjour, mais Here Sirawa. Si vous essayez de décortiquer ce premier contact que l'humain peut avoir avec son semblable, c'est une vérification déjà de la santé mentale. C'est un diagnostic de la santé mentale qui est posé depuis ce premier contact. Here Silawa, ça veut simplement dire, est-ce que vous avez passé une nuit et profité de votre bien-être pendant cette nuit? Nous ne nous limitons pas à cela. On va également demander Soumoro Obedi. On demande à vérifier pas seulement votre propre santé, votre seule santé, votre seul bien-être. Nous vérifions également le bien-être des personnes que vous avez côtoyées. D'abord, le cercle restreint de votre famille. Au-delà du cercle restreint de votre famille, si c'est un enfant qui s'adresse à un adulte, l'adulte va vérifier comment vont les parents de l'enfant. Si c'est un homme qui s'adresse à une femme, l'homme va vérifier comment est la santé mentale de l'époux, de la femme. Tout cela dénote que nous, dans notre communauté, nous avons déjà compris que la santé mentale est d'abord le premier pas de la santé qu'il faut franchir avant de parler de quoi que ce soit sur la santé. Nous avons été invités pour parler de la spécificité de la santé mentale en milieu universitaire. Ce n'est pas étonnant qu'on demande à parler sur la santé mentale en milieu universitaire. Car vous allez comprendre à travers la présentation que le milieu, de par ses spécificités, est à la fois un facteur protecteur et un facteur de risque sur la santé mentale des communautés qui se trouvent en son sein. Je voudrais, lorsqu'on aura terminé notre communication, que certaines situations soient claires pour nous. Que chacun des représentants ou chacune des représentantes qui se trouvent dans cette salle ait une vision claire sur les enjeux de la santé mentale en milieu universitaire. Ensuite, je voudrais aussi que nous ayons une connaissance sur les dispositifs de promotion de la santé mentale. Il faut faire la promotion de la santé mentale. Pas seulement la prévention, il faut la promotion et ensuite, il faut faire la prévention des défis qui menacent la santé mentale. Il faut les identifier et les prévenir. Ensuite, quand la prévention n'a pas marché et qu'il y a des troubles, en ce moment, il faut faire la prise en charge ou sinon il faut avoir son idée sur le dispositif qui peut être sollicité pour la prise en charge des troubles mentaux. D'entrée de jeu,
Je préfère faire la dissociation entre ce qui est santé mentale et trouble mental. Il ne faut pas faire l'amalgame entre les deux. La santé mentale bilan, et après avoir conclu que nous disposons de peu de moyens pour faire face aux défis. Ça va se traduire par les états émotionnels, ça va se traduire par une tension interne, ça peut se décanter, c'est souvent normal, c'est physiologique. Après avoir fait ce bilan, et à un moment donné, on se rend compte que bon, ce n'est pas aussi pire que ça. On se remet en scène et on reprend le cours normal de la vie. Mais des fois, ça peut persister et dépasser nos capacités. Et en ces temps, ça va générer un impact dans notre fonctionnement avec la communauté, avec une répercussion sur notre vie professionnelle et autres. C'est en ces temps que nous pouvons sentir une tension interne en nous, des difficultés à trouver un sommeil ou à opérer un sommeil reposant et réparateur. Et quand cela se cumule, au réveil, déjà nous nous sentons fatigués, nous pouvons sentir des mal de tête, ou nous pouvons sentir des difficultés à maintenir, à soutenir une concentration sur ces activités. Et la répercussion va être que le rendement, on aura une baisse du rendement scolaire ou universitaire. Et ce résultat va impacter notre estime de soi. Nous allons conclure que nous ne valons pas ce que nous avons prétendument espéré que nous étions. Et quand cela reste longtemps sans être géré, alors ça peut aboutir à ce qu'on appelle un autre trouble qui est fréquemment rencontré en milieu universitaire, qu'on appelle la dépression. Quand la dépression arrive, la personne n'a envie de rien. Tout ce qu'elle avait habituellement, tout ce qui pouvait habituellement procurer du plaisir, ne procure plus cet état-là, et elle est dans un état de tristesse, de renoncement aux engagements, et également de sommeil entrecoupé ou de réveil précoce pendant la nuit. La personne peut être réveillée précocement avant les heures habituelles de réveil qu'elle avait prévu de se réveiller. Et quand elle est réveillée à ces heures-là, elle fait face à une rumination d'idées négatives, un sentiment d'autodépréciation de sa personne, un sentiment de dévalorisation de sa personne, ou un sentiment de culpabilité non prouvée pour des situations qui ne relèveraient pas de sa responsabilité. Et à la suite de ces sentiments ou de ce ressenti peut survenir un autre trouble plus complexe qui est les envies suicidaires. Quand ça arrive à ce niveau, la personne a l'impression que la situation qui se présente à elle n'a d'autre issue que la mort. Ce n'est pas un désir de mourir, mais c'est plutôt une stratégie pour résoudre la situation complexe et désespérée qui se présente à elle. Très souvent, les personnes ont ces pensées d'abord, contenues en elles-mêmes, quelquefois partagées avec la communauté, avec les amis, si elles ont l'impression que ces amis sont préparés à entendre ce discours. Sinon, ça va être caché et à la grande surprise de la communauté, il y a un passage à l'acte qui se réalise et tout le monde est affecté par la réussite de cette personne à se donner la mort. Nous nous posons la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous n'avons pas fait quoi? Et notre santé mentale se trouve par connexion avec la santé mentale de la personne en détresse affectée par cet événement. L'université est affectée, les amis sont affectés, les parents sont affectés et tout le tabou qui entoure cet état aussi est
désastre qui fait qu'un cercle vicieux se maintient autour de ce passage à l'acte. J'ai parlé de la dépression, j'ai parlé des idées suicidaires. Il y a également à l'université une spécificité liée à l'investissement scolaire, les surcharges de travail qui arrivent à un épuisement professionnel. Les étudiants, surtout qui se focalisent sur le travail, rien que le travail, au détriment de toute autre activité et de toute autre réalisation sociale de la personne, sont à risque de développer cet état-là que les professionnels vont nommer du burn-out. L'épuisement professionnel qui va se traduire par une fatigue physique, psychologique et émotionnelle. Cela peut être constaté par la personne. Ça se traduit sur le plan physique par des plaintes de douleur, de fatigue qui ne sont pas réparées par le sommeil. Au réveil, même après avoir fait une nuit, au réveil, nous ne sentons pas que nous avons été restaurés. Et ensuite, l'état émotionnel, l'humeur de la personne peut être changé au lieu de pouvoir équilibrer son humeur en fonction de l'ambiance ou de l'environnement qui se présente. La personne peut être constamment irritable. Elle peut être également triste et elle aura tendance à s'isoler de son milieu, à se mettre en retrait. Les tâches qu'elle doit accomplir au quotidien, elle peut avoir tendance à passer plus de temps que d'habitude sans atteindre un résultat convenable à l'activité. Et là, si cet état n'est pas géré, ça aussi, ça peut se compliquer d'un état de dépression ou même arriver à l'abandon des études et aussi à créer ce qu'on peut appeler les idées suicidaires par la suite, qui peuvent être la complication. À l'université, pour passer le mal-être ou pour gérer son état mental, son bien-être, les personnes peuvent aussi être exposées à la consommation des substances toxiques, les drogues et autres. Des fois, ça peut survenir par rupture d'identité et par influence des pairs. On est venu dans un environnement où nous n'avions pas notre identité, notre connexion. Il faut arriver à intégrer et des fois, le contact peut être un groupe de pairs qui est exposé à un surrisque de consommation de drogue et en ces temps, l'entrée dans cette consommation peut également affecter le bien-être de la personne. Car la consommation d'une drogue a un effet non seulement sur l'organisme, l'effet physiologique sur l'organisme, mais également un effet sur la capacité de la personne à penser et à agir, entraînant un trouble et un dysfonctionnement dans la société et pouvant avoir une répercussion sur le rendement. La consommation des substances peut aussi générer une dépendance à ces substances où la personne aura tendance à consommer davantage pour ressentir, pour se mettre dans un état émotionnel, pour maintenir un état émotionnel qu'elle a prétendument ressenti comme agréable ou bon pour elle. Et
l'organisme, en s'habituant à ce produit, ne ressent pas, ne développe pas les mêmes effets qu'à une première prise, alors cela va nécessiter une augmentation de la quantité qui est consommée au jour le jour, et ce qui va augmenter également la toxicité du produit sur l'organisme et entraînant des problèmes de santé physique. Les troubles du comportement sont également un risque un danger qu'on peut constater en milieu universitaire, notamment avec un monde numérique qui est le défi actuel. Nous pouvons développer une dépendance comportementale à beaucoup de choses, comme les jeux de hasard, vu que les études également sont des défis où la personne se trouve en déficit de finances. Les jeux de hasard pour tenter de combler les difficultés qui sont là, et une dépendance peut se développer à la suite de ces jeux. La manipulation des outils numériques, le téléphone, une dépendance à des applications sociales peuvent également être les défis qu'il ne faut pas négliger en milieu universitaire. Alors, ces défis sont bien connectés au fait que quand nous arrivons à l'université, tout le monde attend de nous. La famille, la société, tout le monde attend de nous, et nous avions peu de moyens pour répondre à ces difficultés-là. L'État attend de nous, quand bien même que nous attendions aussi de l'État, et souvent avec une déception à la suite par le fait que les conditions ne s'y prêtent pas. Nos amphithéâtres ne sont pas organisés avec l'ergonomie de nos amphithéâtres, et de sorte que nous doutions de ce qui peut se passer comme message académique pour nous préparer à un avenir meilleur. Et tous ces défis ont leur impact sur nous. L'autre défi est également que quand nous arrivons dans ce milieu-là, nous sommes comme facteur de risque. Il arrive que dans nos universités, nous ne terminions pas nos programmes d'enseignement, où nous ne pouvons même pas dire qu'est-ce que c'est, comment est organisé le programme d'enseignement, et cela entraîne une surcharge de travail pour l'étudiant. Et un étudiant qui n'est pas organisé en temps et qui ne gère pas bien son emploi du temps peut se retrouver embourbé et dépassé par la gestion de ces activités-là. Et aussi, les conditions font que certains étudiants sont obligés de cumuler et les études et le travail, et même une vie familiale. Et là, ces responsabilités cumulées peuvent aboutir à une surcharge de travail et avoir un impact sur la santé mentale de la personne. Comment prévenir? Il y a une prévention qui peut être adressée à tout le monde, qu'on pourrait qualifier de prévention universelle. Il s'agit de faire une communication non ciblée qui informe les gens sur les troubles dont nous avons mentionné, sur la dépression, sur l'anxiété, sur le burn-out, mais également sur la stigmatisation en milieu universitaire. Je pense que le cadre qui est là ce matin s'y prête à cette activité de prévention qui nous informe sur ces troubles, l'existence de ces troubles, et aussi notre capacité à pouvoir agir sur ces troubles à travers simplement l'éducation et l'information. La prévention universelle peut aussi être une prévention axée sur l'environnement. Il faut créer un environnement favorable à la santé mentale en milieu universitaire. Il faut entretenir le cadre universitaire avec un environnement. Le responsable a mentionné dans leur communication qu'ils ont un volet à interagir sur le changement climatique et l'environnement.
Voilà que ces combats doivent être portés par les étudiants dans leur milieu. Entretenir la végétation, entretenir les locaux, rendre le cadre agréable et attrayant et propice pour la santé mentale. Aménager les espaces pédagogiques de sorte qu'on puisse se sentir bien dans son environnement est un moyen de prévention des troubles de la santé mentale. Il faut également intégrer des activités sociales. Ne pas se limiter, ne pas se focaliser uniquement mordicus sur son programme universitaire et renoncer à ses amis, renoncer à sa communauté. Nous devons maintenir les activités ou même créer des activités qui obligent une interaction sociale. Et c'est dans ce cadre-là que les personnes vont opérer leur détente et gérer leur stress et se protéger contre les troubles. Il faut maintenir une activité sportive. Marcher, courir, se détendre. Et les jeunes que nous sommes, les universitaires que nous sommes, nous devons développer une culture sportive. Nous devons mettre en place un cadre qui nous amène à réaliser ces activités-là de façon spontanée. Et ce cadre-là ne se mettra pas en place tant que vous ne donniez pas la place que le sport a dans la protection de la santé mentale. Si vous le savez, vous allez vous organiser et vous allez mettre en place le dispositif et ça fera en sorte qu'on aura moins de personnes qui vont dépenser pour leur santé mentale. Et le fait que les gens vont moins dépenser pour leur santé mentale, ils seront productifs dans leur communauté et ils vont apporter leur pierre à l'édifice. En ce moment, nous contribuons au développement de nos nations. Les activités pour la prévention qui peut être assez sélective, qui doit ou qui peut s'intéresser à des groupes, alors nous pouvons organiser les ateliers de gestion de stress. Comme ça peut être une communauté de méditation. Les gens peuvent venir parler de leur spiritualité, se mettre dans un état de bien-être, se mettre dans des pensées positives, opérer le bien-être pour eux-mêmes. Tout ce qu'on peut aussi dire avec certitude, nous ne nous sentons mal que dans nos têtes. Nous ne nous sentons bien que dans nos têtes. C'est à nous d'avoir une formation ou d'avoir les moyens pour mobiliser ces outils qui sont déjà en nous pour opérer notre bien-être. Et les ateliers de formation qui peuvent être focalisés sur la gestion du stress et sur la résilience, la capacité à se maintenir en équilibre malgré la tempête. Et ça, évidemment, les connexions de la spiritualité sont également des moyens indéniables de renforcement de la résilience de tout un chacun. La gestion du temps, être éduqué, être formé à gérer son temps, est également une prévention efficace. Et aussi la compétence sociale et émotionnelle. Être capable de se sentir dans une communauté peut ne pas être déjà un comportement inné. On peut former le citoyen, on peut former la personne à développer une compétence émotionnelle et sociale. Nous tous, on a pu admirer un de nos camarades. On le regarde, on se dit que lui, il se sent bien, n'importe où, partout où il est. C'est une compétence. Nous autres aussi, on peut également développer cette compétence à nous sentir bien et à nous sentir valorisés à travers notre apport dans la communauté.
À chaque fois qu'on a estimé que ce qu'on apporte dans la communauté a une utilité, on se sent bien. Et ça, c'est la valeur universelle du don. Si je vous donne 1000 francs, ne pensez pas que je vous ai fait plaisir. Quand je vous donne 1000 francs et que j'ai vu que vous avez pris les 1000 francs et que vous avez estimé que je vous ai fait du bien, j'estime que j'ai une valeur, que je peux faire du bien à quelqu'un et je me sens bien. Donc la compétence sociale, développer la compétence sociale nous permet de nous procurer, de créer notre état de bien-être. Et c'est un moyen de prévention. Et l'autre moyen de prévention qui est plus ciblé, j'ai parlé de la prévention universelle, j'ai parlé de la prévention sélective, et la prévention ciblée est une prévention qui s'adresse à des personnes qui ont déjà développé des troubles. Que nous, on a déjà identifié que ces personnes ont besoin de notre aide. En ce moment, il faut les aider à gérer leur état de mal-être. Pour être efficace à faire cette prévention, il faut d'abord que nous soyons formés à détecter le mal-être, à détecter la détresse psychologique. Les enseignants, les leaders communautaires, les leaders associatifs, comme vous êtes invités aujourd'hui, vous devez être formés à savoir que quelqu'un autour de vous est en détresse et que cette personne peut être orientée sur telle ou telle ressource pour gérer son état de stress ou son état de mal-être. Voilà une rencontre pareille qui doit être multipliée dans le milieu avec des thématiques spécifiques sur des formations des leaders pour qu'ils soient capables d'identifier des personnes en détresse. Et le système universitaire, l'université, les administrateurs de l'université, les enseignants doivent pouvoir identifier un étudiant en détresse. L'enseignant doit pouvoir identifier, voilà, cet étudiant a des difficultés dans tel programme, et comment nous allons faire pour l'aider à surmonter ces difficultés-là. Il faut que ce dispositif fonctionne dans nos milieux universitaires. J'ai parlé de la prévention, je voudrais parler maintenant de la promotion. Ne pensons pas que les moyens de promotion de la santé mentale sont des moyens coûteux. Il faut, pour faire la promotion de la santé mentale, il faut intégrer dans les cursus universitaires déjà les modules sur la santé mentale. Et ces modules-là vont porter sur bien dormir, bien manger, faire le sport, à développer une compétence émotionnelle. Quand les étudiants auront une connaissance sur ces moyens-là, alors ils ne vont pas développer, en fait, on va réduire la survenue des troubles de santé mentale. Il faut faire la promotion de la santé mentale. Sans la santé mentale, il n'y a pas une santé. En tout cas, notre communauté a compris ça avant l'OMS. Quand l'OMS va définir la santé, elle parlera de la santé physique et elle dira que la santé est un état de complet bien-être qui n'est pas une absence de maladie ou d'infirmité. Vous voyez? Et elle dit un complet bien-être physique et mental. Elle met le bien-être physique en avant. Et notre communauté a mis le bien-être mental et social au devant. C'est pour cela elle demande Ika Kenewa, Heresirawa, Isumoro Bedi, Ika Sigda Bedi, Ifa Bedi. Et si c'est un village, on demandera même la santé du chef de village, on demandera la santé du premier responsable des jeunes, on demandera la santé du responsable des femmes, on demandera la santé du chef-tel. Vous voyez que notre santé, elle est globale. Notre façon de voir la santé devrait être la tête qu'il faut mettre en place ces dispositifs-là pour que nous ayons, les citoyens,
à mesure de se protéger contre les facteurs de risque. J'ai été long, je vais parler de la prise en charge. Et la prise en charge, évidemment, il faut le soutien psychologique. Et ce soutien psychologique peut être donné par le centre universitaire. L'université peut avoir en son sein des cellules de soutien psychologique. Comme dans le temps, on avait la médecine scolaire, où il y avait une infirmerie au sein de l'université, de nos structures, qui devait être, et au sein de ces dispositifs-là, nous pouvons intégrer le dispositif psychologique qui offre le soutien aux personnes qui seront en difficulté. Avec la numérisation possible maintenant, nous pouvons mettre en place des lignes d'écoute, de soutien psychologique. Et ces lignes-là, la personne en détresse peut solliciter, discuter avec un professionnel qui pourra apporter son soutien. Le soutien psychologique peut également être donné par des groupes, comme ce qui vient de se passer comme ça. Ce groupe peut être là à mieux organiser et être un référent à donner du soutien psychologique à des personnes en détresse. Alors, au-delà de ce qui est du soutien psychologique, les approches thérapeutiques, il peut arriver qu'il faut forcément adresser cette personne, faire le référencement à un professionnel installé dans l'exercice de sa profession. Ça peut être une clinique, un hôpital ou une structure qui est mieux structurée pour donner la prise en charge à la personne. Et cette prise en charge va user des techniques non médicamenteuses et médicamenteuses. Ça peut arriver. Alors, pour la prise en charge, l'université doit être en collaboration avec ces structures-là, les hôpitaux, les cliniques, les associations, et pour faire un référencement adéquat. Le soutien des pairs. Il ne faut pas attendre que les gens soient malades. On peut déjà avoir dans les programmes aidants, des pères aidants, des personnes qui déjà ont géré une situation de stress et qui ont eu une expérience, peuvent s'organiser pour aider d'autres personnes dans la même situation. Ou on peut faire des programmes de mentorat. Déjà, cela se passe à la faculté de médecine, quand bien même qu'on ne voit pas là, en fait, on n'a pas utilisé le cadre pour penser que c'est soutenant. Les étudiants qui ont précédé, qui sont les aînés, peuvent déjà anticiper les programmes, peuvent déjà anticiper les difficultés que leurs cadets doivent avoir, et ils s'organisent à remédier à cela à travers soit le renforcement des cours qu'ils vont donner pour soutenir les étudiants, ou encore à travers leur orientation dans le cursus, et cela est soutenant. Il faut encourager la mise en place de tels dispositifs pour soutenir la santé mentale des étudiants. Je vais conclure. La santé mentale en milieu universitaire nécessite une approche proactive. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des problèmes, et ça doit être une approche collaborative. Alors, il faut combiner la prévention, la prise en charge en usant des moyens, des innovations technologiques pour s'assurer d'une réussite universitaire. Je vous remercie. Nous disons grand merci à notre professeur pour cet exposé. On est fatigué? Ça dort. Bon, une minute pour s'étirer. Nous allons continuer directement avec le deuxième thème. Donc, on va donner une minute pour au moins, voilà, et lâcher un peu, et on va continuer. Donc, ceux qui veulent se tenir un peu debout, voilà.
D'accord, donc nous allons continuer. Après la présentation de notre maître, nous allons continuer avec le deuxième conférencier avec le sous-thème approche, culture, religion dans la prise en charge des troubles de la santé mentale. Alors, nous encourageons à vraiment rester concentrés. Vous avez vu comment c'était intéressant la première présentation. Donc, suivons vraiment avec intérêt et à la sortie de cette conférence, que nous aussi, nous puissions venir en aide à ceux qui auront des problèmes de santé. Pas pour dire que nous sommes déjà des médecins, des docteurs, mais nous pouvons aider, quel qu'en soit notre niveau, quel qu'en soit notre domaine. Voilà, donc nous allons céder la place au pasteur Kodama Jean Séraphin pour son exposé. Ok, merci. Nous voulons saluer le professeur et le remercier pour ce sacrifice, car ce n'est pas toujours facile à gauche ou à droite dans d'autres pays d'avoir de telles ressources pour venir nous parler, pour venir nous aider. Professeur, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je veux saluer tous les différents responsables religieux qui sont dans la salle, de tous bords, du monde chrétien, du monde musulman, mais aussi de la RTA, des religions traditionnelles africaines. Je veux saluer tous les amis des GBU qui sont dans la salle. Je veux saluer les représentants de différentes ONG. Je veux saluer tous les étudiants et les élèves. Et nous prions que le Seigneur puisse bénir le temps que nous passons ici. J'aurais aimé donner plus de temps au professeur pour beaucoup recevoir de lui, pour qu'ensemble nous puissions beaucoup recevoir de lui. Et nous allons faire avec le temps. Et pour nous en tant que religieux, pour moi en tant que religieux, je parlerai au nom de la tradition, de nos cultures africaines, au nom des religions et particulièrement au nom du christianisme. J'ai montré tout à l'heure au professeur un SMS que j'ai reçu dans la nuit de mardi à mercredi. Je vous partage ça. Je ne sais pas, je vous lis tel que reçu. Je ne sais pas si c'est fait exprès, si c'est moi-même ou le diable, mais je n'ai plus envie de vivre. Je sais très bien que c'est un péché de se tuer. Je sais, mais 2 jours là, l'envie est très forte de le faire. Puisque je ne suis pas utile, je ne sers à rien. C'est pas cette vie que je mérite. Je sais aussi que personne ne me doit quelque chose. Personne ne me doit rien. Du coup, je dois m'en sortir seul. Mais des fois, tu as l'impression d'être bon à rien, inutile. C'est la maman d'une fille qui a fini à l'université et qui, depuis 3 ans, comme on le dit, se cherche dans les petits boulots, mais qui n'arrive pas. Et qui avait envoyé ça vers mardi à 22h à sa maman. C'est une chrétienne engagée, servant le Seigneur, mais qui avait fini par envoyer ça à sa mère, qui était obligée de le réveiller en pleine nuit pour essayer d'aider. Je vous montre là quelque chose, sans fumée, sans grandes apparences, le monde meurt à côté de nous. Je vais partager aussi avec vous cette fille à l'Institut National Polytechnique. Après une conférence qui est venue me voir, et dans la discussion, et elle a avoué qu'elle a dit oui à 2 garçons
qui lui avait fait les avances du mariage. Elle a répondu oui à l'un et à l'autre. Pour l'autre, c'est un jeune avec qui il a grandi, niveau 3e, alors qu'elle a déjà niveau bac C avec à 1 an de son diplôme d'ingénieur. Mais elle a aimé ce garçon de niveau 3e, menuisier du quartier, parce qu'il fait de la musique à l'église, il chante bien, il joue à la guitare, il est humain, il est très compréhensif. Du coup, elle lui a dit oui pour le mariage. Mais elle a dit oui au second garçon, collègue de la classe, futur ingénieur dans 8 mois, parce qu'il est intellectuel, il est rationnel, il raisonne, il s'est élevé le niveau du débat. Du coup, elle aime ça, elle a pris, elle lui a dit oui. Ça fait sourire. Nous avons ici quelqu'un qui se meurt tout doucement. À une rencontre, l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro, un grand institut à l'échelle africaine, j'ai été secrétaire général adjoint des GPE pendant 12 ans de la Côte d'Ivoire. Je rentre dans la salle, les gens chantent, dansent, il y avait une centaine d'étudiants qui étaient galvanisés un soir en amphi B. Du coup, le plus géant de la salle et le plus grand danseur, à peine 5 minutes, celui qui était le plus fougueux, qui dansait fort plus que tout le monde, s'est levé, s'est avancé, il est tombé à terre en train de pleurer. C'était un Camerounais. Pour des problèmes en famille, et dans la matinée, entre 8h et 10h, il était venu en ville. Il a payé des médicaments, des produits pharmaceutiques, et qu'il devait se suicider à la descente vers 19h. Et en tant qu'Africain mystique, il s'est dit, je vais sortir pour la dernière fois, regarder l'université, regarder les jardins et revenir me suicider. Et c'est quand il a fini de faire ses balades de 15 minutes, il passait en bas, puisqu'on était en haut des amphis, qu'il a entendu des gens en train de chanter, danser. Il dit, bon, je ne suis pas chrétien, mais je vais quand même aller m'enjailler un peu le français de chez nous, chanter, danser, et puis je vais aller me suicider. C'est là pour la première fois, il a mis les pieds dans un amphi, et Dieu lui a parlé. C'est là qu'il s'est repenti par la grâce de Dieu, il s'en est sorti. Je peux vous raconter ces choses que nous vivons au quotidien. Je viens d'un pays, je suis centrafricain, mais je réside en Côte d'Ivoire depuis 1997. J'ai vécu le traumatisme. Pourtant, j'étais pasteur, engagé, l'homme qui faisait beaucoup de miracles. Mais j'ai vécu des choses dues à notre crise aux environs de 95-96. J'arrive en Côte d'Ivoire encore, voilà des situations, des crises multipliées. Et on avait beaucoup de personnes. Voilà ce qui m'a entraîné dans cette aventure de réflexion psychologique pour aider, pour se former, approfondir et aider. Et travailler avec la tradition, fouiller dans la culture, fouiller dans la religion et dire aux uns et aux autres, on peut se guerroyer pour des doctrines, certaines choses, mais quand il faut donner la santé à l'humain, parfois il faut s'accorder, s'associer, se parler et trouver le bon chemin pour donner ce qui manque à l'être humain. Approche, culture, religion dans la prise en charge des troubles de la santé mentale. Nous allons faire économie de beaucoup de choses pour aller à l'essentiel. C'est important que dans nos différentes cellules, dans nos différents groupements, nous puissions réétudier les causes de ces troubles de la santé mentale. C'est important de revenir sur ces éléments basiques afin de comprendre et voir comment aider. Et aussi dans le milieu religieux, essayer de sortir de l'extrémisme dans lequel chacun s'est embrigadé, de sortir de nos ghettos mentaux et autres, que ce soit les religieux de tous bords, que ce soit dans nos cultures ou dans la tradition africaine, pour essayer de voir que le problème de la santé mentale, on doit en parler, on peut en parler de la bonne manière et essayer de joindre l'utile à l'agréable, devenir intelligent tout en étant spirituel pour trouver la manière de faire
pour que des gens puissent parvenir à une bonne santé, à jouir d'une bonne santé. Pour la religion, les facteurs que le professeur a énumérés ici, il est parti du domaine vraiment rationnel, scientifique, de ce que des gens ont étudié pendant des années, ont investi beaucoup de choses pour essayer de trouver ces facteurs. Nous sommes sur le plan humain, nous sommes sur le plan rationnel. Mais dans le domaine de la santé mentale, il faut aller plus loin que ce qui est humain, que ce qui est rationnel. En bon africain, fidèle à ce qui se fait au village, dans le terroir, malheureusement, l'école est venue nous abrutir, nous déraciner, nous aliéner et nous amener à nier certaines évidences de certaines réalités qui, si on prend ça aussi en compte, en plus de ce qu'on a sur le plan scientifique, on trouverait des bonnes approches pour aider plusieurs personnes à être aidées. Dans le domaine de la religion, au niveau de la santé mentale, tout ce qui vient troubler, ce que le professeur a énuméré ici, il y a des mauvaises gestions sur le plan religieux de tous bords. Vous avez étudié, vous avez entendu des informations que tel groupe religieux a entraîné tout le groupe à une sorte de suicide de manière collective. Que ce soit en Ouganda, pendant un moment de jeûne, que ce soit en Angleterre, que ce soit au Congo, vous voyez, la religion peut devenir à un moment donné un élément de torture. Les conflits, vous voyez, il y a plusieurs choses. C'est une sorte de matraquage, de tuer l'annihilation, de tuer la volonté propre de l'individu pour commencer à le guider comme une sorte de marionnette. La misère, la souffrance, il y a beaucoup de choses. On développe le syndrome de la peur au travers des enseignements bizarres. Il y a beaucoup de choses dans la religion ou dans la culture qui viendront s'ajouter à ces facteurs ou ces différentes causes de toutes ces choses qui vont apporter des troubles dans nos vies. Et pour la religion, et cela va entraîner des conséquences. Voilà l'approche traditionnelle et religieuse. C'est que dans l'approche traditionnelle culturelle ou dans la religion, les religions traditionnelles africaines, les religions non chrétiennes, on attribue ces troubles mentaux généralement aux esprits mauvais ou aux choses mystiques. Je parle en bon africain. Je parle en tant que quelqu'un qui appartient à une ethnie où se trouve parmi lesquelles se trouvent les pygmées. Quand je parle des pygmées, je ne parle pas des phénomènes des bouts d'hommes qui ont des pieds tordus, qui hypnotisent et qui amènent dans la bouche. Je parle en géographie humaine d'espèces humaines, les pygmées, reconnus généralement comme dans le monde mystique très avancé. Quand quelqu'un a des problèmes sur le plan de troubles mentaux, au-delà des facteurs énumérés ici, il y a aussi l'aspect mystique, métaphysique, surnaturel, qui intervient. Et là, nous sommes habitués en milieu religieux, dès qu'il y a un problème de santé mentale, etc., parfois, au lieu de chercher les bonnes causes, on va vite en besogne pour indexer tout ce qui est mystique, surnaturel, diabolique. Mais ça fait partie des réalités, l'attribution de ces choses généralement aux esprits et autres. Alors, il va y avoir des pratiques mystiques occultes pour le rétablissement du malade, consultation des sorciers, du marabout au féticheur. Les soins sont donnés par ces praticiens de la tradition, lavage, breuvage, exorcisme, port des amulettes, des choses à brûler pour que la fumée humée soit active et la senteur puisse contribuer à apaiser la personne, puisse aider.
Je ne vous parle pas des choses utopiques ou des rêves. Je parle des choses vraies, qui sont authentiques et qui ont eu des démonstrations, qui ont été enquêtées, suivies par des scientifiques, qui se sont inhibés, qui sont entrés dans des choses spirituelles et qui ont vu que c'est des choses qui existent et qui peuvent marcher. Il va y avoir aussi l'accompagnement par la présence de la société, la présence des parents et des familles autour de cette personne qui a un problème de santé mentale, pour que la présence puisse l'aider, ce qui est un peu différent de l'isolement. On met la personne dans le village, la présence de la famille, la présence de certaines personnes va contribuer à aider cette personne. Et cette approche de la tradition ou de la culture s'ajoute l'approche du christianisme en termes de relations d'aide par les paroles, par les moments d'entretien, la conscientisation des faits de réparation, par les prières de délivrance et de guérison intérieure, par des moments d'accompagnement et de création d'environnements sains et vivants. Vivre en communauté, dans un groupe, dans une cellule, en compagnie, jouir d'une présence affectueuse, le ministère de l'encouragement, il y a les enseignements qui vont communiquer les valeurs et le bien-être, le contentement, la recherche et le vécu du plaisir sain, au lieu de s'impliquer dans des choses destructives, la préservation du bien-être, une responsabilité humaine, une rééducation de la vie sur le plan sentimental, la gestion des sentiments amoureux et autres, la gestion de la tristesse, des jalousies, de la colère, la gestion de ces 8 émotions de base, la joie, la peur, le dégoût, la colère, la tristesse, la surprise, la confiance et l'anticipation, et les difficultés dans la vie avec cette capacité de la résilience que le professeur a relevé tout à l'heure, mais aussi améliorer la connaissance de soi en assistant à certains ateliers sur l'intelligence émotionnelle. Le professeur a soulevé ça ici. Dans notre sous-thème, il était question, dans notre réflexion, de faire ressortir les pratiques religieuses et traditionnelles qui affectent la santé mentale. Certaines séquestrations pendant les funérailles envers la veuve, le veuf ou les enfants du défunt, etc., etc. Certaines punitions ou tortures des enfants qu'on pense éduquer avec des punitions atroces, faire souffrir l'enfant, frapper, enfermer dans le noir, dans un trou, dans une chambre, etc., etc. Ou dans certaines éducations de circoncision, d'excision ou d'apprentissage à atteindre la maturité de l'âge dans le village, alors on développe certaines manières de faire qui vont finir par traumatiser.